Mesdames et messieurs, bonjour à tous et bienvenue à notre webinaire InfoStyle. Nous organisons aujourd'hui une table ronde à propos de l'acier et du rôle qu'il peut jouer pour atteindre des objectifs de circularité dans la construction. Je m'appelle Philippe et je suis heureux d'être ici pour guider et animer cet échange. C'est avec plaisir que je vous présente les trois membres de notre table ronde qui vont nous partager leur vision, leurs expériences à propos de l'acier, du développement durable et de circularité. Lee Frank est ingénieur en structure avec plus de 10 ans d'expérience dans la conception de bâtiments et d'ouvrages d'art à l'international. Avec Lean, elle se spécialise dans la consultance, la conception et la formation bas carbone et circulaire dans des projets de construction. Bienvenue, Lee. Mathieu Jeukens est un architecte avec une dizaine d'années d'expérience dans la conception de bâtiments d'échelle et de types différents, allant du mobilier à l'aménagement urbain. Il travaille en tant que chef de projet au sein du bureau d'architecte Office Kerstens Geers David van Zeveren. Parmi les projets récents sur lesquels il travaille, citons le projet Megafactory à Charleroi pour Aerospace Lab. Et puis, Marion Charlier, bien sûr. Marion est ingénieure civil avec 12 années d'expérience, 8 années d'expérience. Elle a travaillé pendant 6 ans en recherche et développement chez ArcelorMittal, étant responsable de divers projets avec un focus particulier sur l'ingénierie incendie. En 2021, elle a rejoint le département de Stelligence Engineering, où elle fournit une assistance technique aux ingénieurs, principalement dans les domaines d'ingénierie incendie à nouveau et du développement durable. Soyez le bienvenu, Mario. Mario maintenant participe aussi aux initiatives de decarbonization, if you like, des solutions acier. Elle est membre de plusieurs comités techniques en charge de la révision des Eurocodes. Je voudrais commencer avec toi pour notre table ronde, si je peux. Tu travailles, bien compris, dans le domaine du développement durable. Peux-tu peut-être résumer les initiatives prises par l'industrie sidérurgique pour se décarboner? Avec plaisir. Donc, voilà, ArcelorMittal a une intention très claire d'atteindre les accords de Paris. Et pour ça, il y a une feuille de route qui a été développée. Donc, ce n'est pas seulement des intentions, mais il y a quelque chose de concret qui est sur la table pour savoir comment atteindre ces objectifs-là. Et je pense avant de parler de cette feuille de route, c'est important de rappeler les différentes méthodes de production de l'acier, parce qu'il y a différentes méthodes de production. Et donc, qui dit différentes méthodes, dit différentes stratégies pour la décarbonisation. Donc, on a tout d'abord la filière plus classique au fourneau, où on utilise du minerai de fer et du charbon pour réduire le minerai de fer. Quand on utilise cette filière-là, on a un ordre de grandeur d'environ 2,5 tonnes de carbone équivalent par tonne d'acier produite. Puis, il y a la filière four électrique, c'est celle qu'on a ici exclusivement à Luxembourg, où on utilise de la ferraille, donc des déchets d'acier qu'on vient recycler dans un four électrique. Pour cette filière-là, on est plutôt hors de grandeur mondiale à 600-700 kg de CO2 équivalent par tonne d'acier produite. Et puis la filière DRI, qui est moins connue, où là, on utilise aussi du minerai de fer comme input, mais qui est réduit avec du gaz naturel et pas avec du charbon. Donc ça, c'est un peu les trois modes de production principaux. Et donc, ArcelorMittal développe des stratégies pour ces trois modes de production-là. Le DRI, pardon, je ne l'ai pas dit, l'ordre de grandeur, c'est environ 1,25 tonne de carbone équivalent par tonne d'acier. Donc, une façon facile de s'en rappeler, c'est on prend le haut fourneau, 2,5 tonnes, on divise par 2 DRI, 1,25 tonne, on divise encore plus ou moins par 2, four électrique. Quand on voit ça, on comprend que le scrap a un rôle hyper important, la ferraille. Plus on recycle l'acier, et ça paraît logique, hein, plus on recycle, mieux c'est. Donc, il faut essayer de maximiser l'utilisation du scrap. Mais il y a aussi énormément de développements qui sont faits au niveau des sites de hauts fourneaux pour venir améliorer la situation, notamment le développement style à Nolachent, où on fait du carbon capture and usage. Au niveau du DRI, il y a aussi énormément de développements qui sont en cours et qui sont étroitement liés à l'utilisation d'hydrogène
vert ou bleu qu'on obtient par électrolyse de l'eau. Donc voilà, il y a énormément de choses qui sont sur la table et toutes ces initiatives, elles tombent chez nous, chez ArcelorMittal, sous ce label qu'on appelle X-Carb, qui reprend toutes ces initiatives pour les différents produits sur les différents sites. Donc n'importe quelle route, les eaux fourneaux, le four électrique, c'est tous X-Carb. Voilà, c'est ça. Ouais. Donc tout X-Carb englobe toutes ces initiatives qui touchent les différentes routes de production. Et donc, si j'ai bien compris, la plupart de ces développements X-Carb sont déjà en cours, mais ils vont prendre plusieurs années à être, disons, prêts. Donc, Oui. en attendant, qu'est-ce qu'il peut faire concrètement aujourd'hui? Donc c'est clair qu'il y a différents niveaux de progression et différents statuts. Il y a des choses, typiquement le développement d'hydrogène par électrolyse de l'eau. Voilà, c'est des développements qui vont prendre plusieurs années. Au jour d'aujourd'hui, on n'est pas encore prêt. C'est pas pour ça qu'il faut se décourager. Il faut évidemment continuer ces développements-là, mais la question est importante de se dire, tiens, si aujourd'hui je veux faire quelque chose, qu'est-ce que je peux faire? Je dirais que d'abord, ce qui est important, c'est de bien choisir ses fournisseurs. En tant que client, on a un rôle à jouer dans le sens où certains fabricants ont des engagements concrets. Donc là, en tant que consommateur, quel fabricant je décide d'encourager dans sa démarche, quel fabricant a des engagements vrais et concrets, comme par exemple, il y a certains, quand on revient dans le domaine de l'industrie de l'acier, il y a la certification Responsible Steel qui atteste des caractères ESG. On a encore tout ce qui est SBTI, donc Science Based Targets, où voilà, certaines entreprises clairement démontrent qu'elles ont des Science Based Targets pour atteindre leurs objectifs. Donc là, je dirais c'est une première chose vraiment simplement au niveau du choix du fournisseur. Mais à côté de ça, clairement, les ingénieurs civils et les architectes ont un rôle important aujourd'hui. Il y a une optimisation structurelle qui est à faire et il faut prendre en compte tout ça dans la décarbonisation des projets. Parce qu'il n'y a pas que le choix du matériau bas carbone qui est important, il y a aussi l'intelligence du bâtiment, de la structure elle-même. Si on revient encore au cadre de l'acier, si on utilise des nuances d'acier supérieures, dans certains cas, on peut utiliser des poutres cellulaires pour venir réduire la hauteur totale du bâtiment ou avoir des plus grandes portées, travailler avec des systèmes mixtes, démontables. Il y a énormément de choses à faire qui sont vraiment, il faut y penser en amont et vraiment au niveau du design du bâtiment. Je pense qu'il ne faut pas non plus hésiter à challenger le cahier des charges, à vouloir sortir des sentiers battus, à vouloir prendre le temps de sortir des sentiers battus. Et alors, je dirais peut-être un dernier point, c'est de vouloir continuer à se familiariser avec les nouvelles technologies, aussi bien au niveau des matériaux que des systèmes structurels. Parce que voilà, il y a beaucoup de choses qui sont en train d'évoluer pour le moment, plein de choses qui sont en train de sortir, mais tout est très récent. Il ne faut pas hésiter à se renseigner et à avoir cette espèce de bonne volonté de vouloir mettre ça en œuvre. Bien compris, et tu parles de l'intelligence du bâtiment, donc on ne peut pas dissocier l'acier et la structure, c'est ça. presque comme la philosophie Intelligence, quoi, une approche de la construction qui considère les bâtiments de façon holistique. Exactement. J'ai deux autres membres de table ronde pour challenger les cahiers de charges. Lee, tu accompagnes des acteurs du milieu de la construction dans l'établissement de leur feuille de route. Quel retour d'expérience peux-tu partager concernant l'élaboration de stratégies durables? Merci Philippe. Donc, une chose qu'on observe et que ce qui est vraiment motivant, c'est qu'on passe vraiment maintenant de cette philosophie énergie à une philosophie plus vraiment le carbone dans toute la durée de vie du projet. Donc ça, c'est très positif, bien sûr, parce qu'on faisait cette erreur pendant trop longtemps, où on réfléchissait que à vraiment l'énergie que nos bâtiments utilisaient. Et je vois que ce changement de réflexion, elle avance, mais elle est encore moins, elle n'est pas distribuée uniformément. Donc, si on prend certains pays comme aussi l'Angleterre, je pense, où la France a commencé plus tôt et donc les gens sont plus à un niveau où vraiment ils ont les stratégies, aussi les feuilles de route, bien sûr, pour implémenter tout ça.
moi, je suis basée au Luxembourg maintenant et ce qui est bien aussi qu'on voit aussi au Luxembourg, on est en train de faire ce pas. Donc, la semaine dernière, on a officiellement aussi annoncé la feuille de route du Luxembourg bas carbone. Donc, l'idée ici, c'est de passer de ce passeport énergétique qu'on a déjà pour les bâtiments, un passeport vraiment des gaz à effet de serre pour le bâtiment tout au long de la durée de vie. Et évidemment, pour faire cette transition, il faut avoir toute une méthodologie de calcul, les EPD. Donc, il y a un travail énorme à faire pour arriver à ce point-là. Et si je regarde un peu, disons, l'industrie au Luxembourg, vraiment côté industrie, acier ou ciment, les feuilles de route sont en place, mais les architectes, les ingénieurs, aussi les promoteurs, les entreprises de construction, bien sûr, ils ont un grand défi parce que c'est difficile maintenant de savoir, OK, qu'est-ce qu'il faut réellement faire. Et je vois un peu ce piège aussi un peu que c'est vraiment pas seulement une question de spécification de matériaux. Tu as un peu parlé de ça, Marianne. Donc, bien sûr, tous les matériaux sont sur une trajectoire de réduction carbone, mais ça va vraiment au-delà de là. Et il faut passer, c'est pas suffisant parce que si on compare même les matériaux entre eux, acier, béton, même bois, bien sûr, il y a une différence. Le bois, souvent, s'il est utilisé de la bonne manière et on regarde vraiment sur toute la durée de vie, il est un peu mieux, mais ça dépend beaucoup plus d'autres facteurs, les facteurs de conception. Donc moi, dans mon travail et aussi dans l'élaboration de feuilles de route avec ces acteurs, j'essaie vraiment de les pousser vers une stratégie conception bas carbone et aussi circulaire. Donc le bois, c'est pas toujours la plus bonne solution, quoi. Ça peut, mais c'est pas simplement en choisissant un matériau Ouais. sur un autre qu'on va forcément faire un bâtiment qui est plus bas carbone et aussi plus circulaire. Donc là, il faut faire vraiment attention. Donc, il y a beaucoup plus qu'il faut réfléchir si c'est le bon matériau pour le projet spécifique Ouais. qu'on a en tête. Par exemple, tout ce qui est les constructions high-rise en bois, je suis assez critique. Ouais. Bon, bien sûr, c'est des projets qui nous aident à pousser un peu les limites et voir aussi ce qui est possible. Donc, si on arrive à faire 20 étages, peut-être qu'on ne va plus discuter de 5 étages. Mais on voit que quand même, ça a des limites, point de vue résistance au feu, point de vue aussi stabilité, aux charges latérales. Donc, on doit aussi mettre beaucoup d'autres matériaux dans ces projets-là. Donc là, je ne suis pas toujours sûre si on va dans la bonne direction. Et établir les feuilles de route, c'est pas mal boulot, je pense. Donc, dis-moi, quels sont les pièges, les concepts clés à bien comprendre si on veut s'assurer de ne pas se tromper de stratégie? Marianne avait déjà un peu mentionné ça. C'est vraiment, vraiment important qu'on commence tout au début d'un projet. En fait, je ne sais pas si on peut montrer un de mes slides. Donc, si on regarde un peu au fur et à mesure d'un projet, on sait qu'on fixe les choses au fur et à mesure qu'on avance dans un projet. Donc, les opportunités pour faire des changements se réduisent et le coût pour faire des changements augmente. Donc, si on ne commence pas avec ces réflexions tout au début, on a déjà loupé une bonne partie des opportunités qui ne nous coûtent pas cher. Donc, là aussi, l'importance d'avoir l'équipe en place. L'ingénieur en structure joue un jeu très important. Si on regarde sur un bâtiment, souvent plus que la moitié du carbone est dans la structure. Donc, il faut vraiment avoir cette équipe architecte, ingénieur en place dès le début. Et une fois qu'on a ça, la stratégie, peut-être que je montre mon prochain slide là, il faut vraiment avoir une stratégie de conception bas carbone avec disons, des sujets au fur et à mesure du projet quand on avance. Donc, une des premières questions à se poser, c'est est-ce qu'il faut vraiment construire? Et je sais que c'est une question difficile à mettre sur poser. la table. Hein, Je pense qu'on Je sais que c'est difficile, mais quand même, je pense que tu vas aussi en parler. Hein. C'est une question aussi qui est importante, je pense. Ouais. Qui est importante. Donc aussi, la question, est-ce qu'il faut démolir? Grand sujet aussi au Luxembourg, on démolit encore énormément. Et là, vraiment, si on regarde point de vue calcul, c'est difficile de montrer qu'à la fin, on arrive encore à faire un bâtiment qui est plus bas carbone que comparé si on avait gardé ce bâtiment en place et avait fait des rénovations. Donc ça, c'est les grandes questions à commencer. Donc, et une fois qu'on a décidé, OK, il faut construire, la prochaine question, c'est est-ce qu'on ne peut pas construire moins? Donc, moins aujourd'hui, ça veut dire programmation. Est-ce qu'on peut réduire? Est-ce qu'on peut
mettre deux fonctions en une? Est-ce qu'on peut faire moins d'espace? Et aussi, point de vue bien sûr structure, est-ce qu'on peut réutiliser ce qui est déjà en place ou réutiliser des matériaux d'un autre site? Et ensuite, construire moins dans le futur, donc tout ce qui est lié à la réutilisation future. Donc ça, c'est les grandes questions. Et ensuite, je vais juste brièvement parler du prochain chapitre que je trouve très intéressant en tant qu'ingénieur en structure, parce que là, c'est vraiment les grandes décisions, concepts de conception, structure, ensemble avec l'architecte, bien sûr aussi. Donc, on voit par exemple que les portées jouent un rôle important. Donc, réduire les portées, normalement, veut dire moins de carbone. Les descentes de charges qui sont plus directes, donc éviter les grands porte-à-faux, éviter les structures de transfert. Donc, on arrive aussi à une architecture qui est aussi plus directe, plus simple que peut-être ce qu'on avait fait les années d'avant. Quand on parle acier, rapidement aussi, des solutions où on essaye de réduire la profondeur, là aussi, on va toujours dans un domaine où on a plus de carbone. Et aussi, si on a des problèmes de flèches, est-ce qu'on ne peut pas utiliser des contre-flèches au lieu de mettre des sections plus profondes pour rigidifier la structure? Donc, il y a je donne que quelques exemples, mais il y a plein de choix conceptuels qui ont un effet énorme sur le carbone, plus que peut-être la spécification bas carbone du matériau qui, pour moi, devient une prochaine étape. Marion, je vois que tu es d'accord avec lui. 100%. Bien compris, elle parle de réutilisation, d'optimisation d'une notion de sobriété. Oui, Quoi. exact. Nous parlons aujourd'hui également de durabilité, mais honnêtement, Marion, tout le monde est en train de parler de sustainability, quoi. Donc, plusieurs mots différents sont couramment utilisés pour parler de sustainability. On a circularité, analyse de cycle de vie, empreinte carbone, spécification verte. Est-ce que tous ces concepts sont équivalents? Non. Et c'est ça un peu le piège aujourd'hui, je pense. Bon, c'est très bien qu'on parle de tous ces thèmes, de tous ces sujets que tu viens de mentionner, Philippe. Mais je pense c'est important de comprendre que certains sujets ont un certain champ d'application et il n'y a pas forcément d'overlap toujours. Donc, il faut bien comprendre quelles sont les limites. Aujourd'hui, on parle beaucoup de diminuer le carbone incorporé des bâtiments. Donc là, c'est vraiment calculer quel est le global warming potential, le potentiel de réchauffement climatique d'un bâtiment. Pour ça, on va faire des analyses de cycle de vie. Donc ça, c'est une méthodologie scientifique et normée d'ailleurs, qui se base sur, donc le nom parle de lui-même, c'est une analyse de cycle de vie. On considère le bâtiment sur toute sa durée de vie. Et pour quantifier l'impact des matériaux dans ce bâtiment, on va utiliser des EPD, des fiches de déclaration environnementale, qui sont des documents qui sont validés en externe, encore une fois basés sur une méthodologie normée et scientifique. Donc voilà, là c'est vraiment le focus de dire je veux que mon bâtiment ait sur tout son cycle de vie le moins de carbone incorporé possible. Ça c'est une chose. Après on peut aussi par exemple parler de circularité. Et là, qui dit circularité dit réutilisation des matériaux. Et des fois, ça peut être contradictoire parce qu'on peut se dire, OK, si je veux quelque chose de circulaire et que je veux pouvoir réutiliser mes matériaux, je vais faire un design pour démantèlement. Donc potentiellement, mon premier bâtiment qui va être conçu pour être démonté aura plus de carbone à incorporer parce que j'aurai un petit peu plus de matière que si je l'avais optimisé à fond. Mais par contre, in fine, je vais pouvoir le démonter, réutiliser les matériaux. Donc là, ce sera à partir du deuxième cycle, de la deuxième vie des matériaux, qu'il y aura une vraie diminution du carbone incorporé. Donc voilà, à un moment donné, je pense que c'est des choix à faire. Il n'y a pas de bonnes ou de mauvaises solutions, mais il faut comprendre que tous ces concepts ne vont pas forcément tous dans la même direction. Et je pense qu'il est important de mentionner aussi, c'est tout ce qui est certification. On entend beaucoup parler des certifications BREEAM, LEED, WELL, qui sont connues, je pense, de tous comme étant des certifications de sustainability, ce qui est le cas. Mais ce n'est pas parce qu'on a un rating BREEAM excellent qu'on a minimisé le carbone incorporé du bâtiment. D'ailleurs, en fait, honnêtement, ce critère-là, il a un rôle très mineur dans l'évaluation BREEAM. Donc, BREEAM a un scope beaucoup plus large. On va regarder pour tout ce qui est utilisation d'eau, le chauffage, l'opération du bâtiment.
Donc voilà, je pense qu'il ne faut pas tomber dans ces pièges-là de dire « Ah, parce que j'ai un bâtiment qui est BREEAM Gold, alors j'ai minimisé mon impact carbone. » Non, ce n'est pas le cas. Donc il faut bien avoir ces différents concepts en tête et bien choisir quelle est sa cible, en fait, quel est pour mon projet ce à quoi je veux arriver. Est-ce que c'est un concept démontable, circulaire? Est-ce que je veux minimiser le carbone? Les deux. Des fois, c'est possible. Mais... Donc, la sélection des matériaux, c'est horses for courses, quoi. Ouais. Maintenant, je tourne vers toi, Mathieu. Lee vient de dire qu'il faut commencer par les grandes questions. Faut-il vraiment construire? Donc, de ton avis, faut-il vraiment construire? En tant qu'architecte, c'est une question un peu délicate, mais on peut quand même se la poser. Ouais. Parce que je pense qu'aujourd'hui, on construit, à mon avis, trop et pas assez bien. On pourrait construire mieux, à mon avis, et moins. Ouais. On pourrait aussi, on pourrait parler dans ce cadre-là, on parlait de sobriété, de simplicité, de rendre les choses voilà, plus sobres. On pourrait parler aussi d'économie de moyens, c'est-à-dire de réduire en fait les ressources dans le cadre du projet, mais aussi réduire les coûts. Je pense que les deux peuvent aller de pair, mais tout en gardant l'idée que ça peut être moteur de créativité et d'opportunité. Réduire les coûts ne veut pas dire abaisser ou en tout cas réduire la qualité du projet. On peut tout à fait penser les choses ensemble et de trouver des solutions innovantes en pensant justement à réduire les matériaux. On parlait d'optimisation de structure. Je pense que oui, là, on est dans le vif du sujet aujourd'hui, dans la situation où on se trouve. Oui. Et en tant qu'architecte, Mathieu, tu as l'occasion de pouvoir suivre des projets depuis les premières ébauches jusqu'à leur exécution. À quelles étapes penses-tu qu'il est le plus facile et efficace de pousser pour une solution circulaire et vice-versa, si vous voulez, à quel stade de projet ressens-tu le plus de difficultés, sinon de la résistance? Lille le disait bien, et je pense que c'est crucial que ce soit au début du projet, dès la conception, de se poser les bonnes questions, de challenger le cahier de charge. Comme la courbe liée à... Oui, tout à fait. Je pense qu'on est en fait un peu dans une époque charnière où on arrive des années passées où on avait en tout cas un confort et plein de choses qui ont créé on va dire des normes de base qui font qu'il y a une surcharge, à mon avis, sur les bâtiments qu'on pourrait réduire en optimisant, en réflexion sur la programmation, mais en réflexion sur notre confort aussi. De se dire à un moment donné, peut-être qu'on peut accepter accepter qu'on ait un confort un peu moindre, mais on peut tout à fait vivre avec ce confort un peu moindre. Et donc, ça, c'est un peu ces questions-là qui sont posées aux architectes et aux auteurs de projets en général à l'heure actuelle. Et il faut garder une feuille de route. Il faut effectivement avoir ses choix et ses questionnements au départ, mais aussi les tenir jusqu'à la fin. Et c'est ça, je pense, le plus dur pour l'architecte, c'est de tenir le cap et il y aura des difficultés dans le projet, tout au long du projet, mais il faut tenir le cap, il faut sensibiliser le client, il faut sensibiliser l'équipe autour du projet. Je pense il y a un gros travail à faire, s'il y a de nets progrès qui ont été faits, mais je pense il faut continuer dans ce sens. Et quand on parle des matériaux, dis-moi, Mathieu, pour quelles raisons aimes-tu travailler avec l'acier dans tes projets? Alors, on parlait on a un webinaire sur l'acier, mais en tant qu'architecte, je pense qu'on n'a pas un matériau fétiche, en tout cas pas en tout cas à l'agence, on n'a pas de matériau fétiche. Je pense à l'agence, on travaille plus sur une question de réflexion ou de recherche sur la géométrie, sur les formes simples. On parlait de simplicité, nous on travaille aussi sur des formes simples, claires, donc le carré, le rectangle, le cercle. Après, on n'est pas attaché sur un matériau en particulier. Je pense qu'on essaye plutôt de travailler sur une réflexion de cohérence entre la forme et le matériau choisi, ou en tout Au cas final, c'est comme ça qu'on arrive au meilleur bâtiment. Hein.
Oui, oui, tout à fait. Et, et je voudrais dire que oui, par rapport à l'acier, effectivement, c'est un matériau extraordinaire pour les grandes portées, pour l'optimisation peut-être des hauteurs et de plancher. On parlait des poutres cellulaires. On est actuellement occupé avec un projet très intéressant industriel à Charleroi. On utilise des poutres cellulaires dans lesquelles on peut faire passer les techniques et donc, in fine, réduire la hauteur du bâtiment et donc réduire les ressources. Donc voilà, pour ces raisons-là, je pense que l'acier a toutes ses qualités. Ouais, nous sommes en train de parler de la durabilité de l'acier, un matériau qui est aussi recyclable à l'infini. Lee, de ton expérience en tant qu'ingénieur structure, quels sont les exemples pour lesquels l'acier a pu participer à la circularité du projet, ou même les exemples où l'acier aurait pu être utilisé autrement pour améliorer la circularité? Donc, un peu comme Mathieu a dit aussi, donc l'acier, souvent, pour nous aussi, quand je travaille plus en tant qu'ingénieur de conception de projet, on choisissait souvent l'acier quand on avait affaire avec des longues portées, avec des charges élevées, avec peut-être des sites où on n'avait pas beaucoup d'accès, ou aussi la profondeur était limitante pour, par exemple, minimiser les excavations et tout ça. Et aussi pour créer un certain langage architectural où l'acier nous donne beaucoup de possibilités de sculpter, de créer des formes intéressantes. Donc, typiquement, je peux peut-être montrer un de mes projets, c'est le projet du Victoria and Albert Museum à Londres, où on utilisait l'acier pour la toiture, en fait, d'une extension du musée, où vraiment l'idée, c'était de créer cette forme un peu comme un folded plate, on appelait ça, où vraiment on pouvait utiliser la géométrie de la structure pour aussi se servir en tant qu'un système efficace structurel. Mais à ce moment-là, donc si on parle maintenant de circularité, et je montre aussi ce projet parce que c'est un projet qu'on a fait il y a 10 ans, donc il y a beaucoup de progrès aussi dans la philosophie, je pense qu'il s'est fait depuis là. Nous, on l'approchait à ce moment-là beaucoup du côté optimisation des matériaux, ce qui est toujours important, bien sûr, aujourd'hui. Donc, on travaillait avec des outils digitaux, avec des modèles paramétriques, ensemble avec les architectes pour faire des itérations rapides pour pouvoir optimiser la structure. Et ça, je pense que c'est toujours important aujourd'hui. Après, disons, la stratégie de circularité, c'était souvent pour nous, parce qu'on travaille sur des projets comme des musées, où c'est vraiment des projets à long terme, où on sait aussi que on ne va pas essayer de les changer ou de les démolir dans disons, le proche futur. Donc, c'était une stratégie de longévité, de créer quelque chose qui est durable et aussi qui peut donner du plaisir aux visiteurs vraiment au long terme. Donc, c'est cette question de valeur qu'on peut donner par nos designs. Mais c'est vrai aussi, côté plutôt démontabilité, ça, c'était des réflexions qui, à ce moment-là, on faisait moins. Donc, ça, c'est le point où aujourd'hui, j'ajouterais à tout ce qu'on a fait à l'époque, où c'est pas seulement une fois de le construire, mais aussi d'intégrer une stratégie de démontabilité bien documentée pendant déjà le projet. Ça, c'est ce qu'on aurait dû faire ou qu'on doit faire aujourd'hui. Donc, vu de ta fenêtre, y a-t-il une différence entre les stratégies bas carbone et la circularité? Oui, et merci de mentionner ça parce que bon, il y a beaucoup de confusion et Marion, tu as déjà essayé un peu de répondre à ça, de vraiment bien définir ces concepts. Donc, il faut garder en tête que les deux sujets n'ont pas le même objectif. Donc, bas carbone, c'est vraiment pour répondre à notre crise du climat. Donc, il faut réduire le CO2. Tandis que circularité, là, on essaye de répondre à notre crise des ressources, si on veut, le fait qu'on consomme et qu'on a toujours plus de déchets et qu'on n'a pas assez de ressources. Donc, souvent, les deux stratégies ont les mêmes mesures à faire pendant un projet, mais parfois, comme tu as dit aussi, c'est un conflit. Et moi, je vois ça, c'est aussi des réflexions qu'on a eues sur des projets, on se disait, oui, mais est-ce qu'il ne faut pas peut-être dimensionner pour des charges plus élevées dans le futur parce que, bon, on ne sait pas, peut-être qu'on veut utiliser ces L'affectation du bâtiment. Et là, je dois dire, j'ai aussi un peu fait évoluer ma réflexion et je suis très, très critique sur ce point-là parce que déjà, je pense qu'on est très, très mauvais à vraiment pouvoir prédire dont on a besoin dans 30 ans. Le monde change rapidement.
Il y a aussi souvent, entre les charges de dimensionnement et les charges réelles, il y a un énorme gap. Donc, on a déjà mis On a plus. déjà une marge de sécurité. Voilà. Et aussi, on a toujours ce moyen de renforcement dans le futur où on n'a pas trop l'habitude, mais on peut renforcer des dalles, on peut aussi renforcer des poutres en acier pour donner plus de capacité. Donc, pourquoi mettre plus de carbone aujourd'hui dans nos projets où on sait qu'on n'a qu'un budget limité de carbone à disposition jusqu'à 2030, 2050. Donc, moi, vraiment, j'essaie de dire il ne faut pas faire ça. Merci de montrer cet exemple du projet d'extension Victoria and Albert Museum. Mathieu, j'ai compris que toi, tu travailles pour l'instant sur un projet qui se base sur la reconversion d'un ancien bâtiment de bureau en parking. Pourrais-tu nous dire un peu plus sur ce projet? Oui, donc la reconversion du bâtiment, c'est en fait un bâtiment, ça fait partie d'un projet un peu plus large qui regroupe en fait deux ou trois programmations. On va dire une programmation qui est plutôt industrielle, une programmation tertiaire de bureaux, et alors il y avait une demande de parking qui était assez élevée. Et donc le projet s'appelle Mega Factory à Charleroi. C'est pour une usine à satellite. Et donc, on est dans un contexte de réindustrialisation de Charleroi. Et donc, c'était un des projets, en fait, pour l'instant, qui redonne, en tout cas, l'image de Charleroi qui était connue anciennement pour l'industrie. Et donc, on a eu une stratégie assez... Enfin, on a dû prendre une stratégie assez claire dès le départ. On avait en fait deux sites. Un site où il y avait un bâtiment existant qui est... et là, peut-être on peut montrer la photo. C'est un bâtiment en fait des ASSEC, construit par les ASSEC, pour les ASSEC. Et l'intention du client était en fait de démolir ce bâtiment et de construire des bureaux à la place et des parkings, on va dire, paysagers autour du bâtiment. Et donc, il y avait aussi la question de l'usine qui était sur une autre parcelle qui est en face de ce bâtiment-ci. Et donc, ce que nous, on a décidé, on a dit non, en fait, il faut garder ce bâtiment, il a des qualités, on va le conserver. Mais alors, la question se pose, qu'est-ce qu'on va y mettre dedans? On a un bâtiment qui est des années 60 avec des poutres et une structure métallique, mais des possibles et sûrement des ponts thermiques énormes. Et donc, c'est comment réutiliser un bâtiment aujourd'hui avec une autre fonction. Et donc, on a décidé plutôt d'empiler la fonction d'usinage avec les bureaux et de garder ce bâtiment-là plutôt comme parking et de mettre une passerelle entre les deux. Peut-être qu'on peut passer à l'image suivante. Ça, c'est le bâtiment, mais peut-être encore l'image encore après. Voilà, ça, c'est le projet actuel. Et donc, on voit donc le bâtiment d'industrie et de bureaux en forme de pilule. Et puis, à gauche, peut-être un peu moins visible, mais entre la végétation foisonnante, on a le parking qui est conservé et une passerelle qui relie les deux bâtiments. Et donc, ça, c'était une des stratégies. On parlait de stratégie au départ du projet. Ça, c'était une des stratégies importantes du projet, c'était de dire, OK, on conserve le bâtiment et on le transforme avec une fonction autre. Mais la structure du bâtiment permettait justement cette transformation et cette reconversion en parking. Puis évidemment, un parking, ça a besoin d'une rampe. Là, dans ce cas-ci, on a mis des ascenseurs à voiture, mais donc voilà. C'est vraiment impressionnant, Mathieu, votre Mega Factory. Est-ce que tu peux partager d'autres exemples de projets? Oui, on a actuellement sur un autre projet où on a aussi une réflexion dès le départ, c'était de savoir est-ce qu'on conserve le bâtiment ou pas. C'est donc dans le quartier européen, rue Montoyer, à Bruxelles, oui. Bâtiment des années 70 avec des hauteurs sous plafond très basses. Et donc, avec toutes les normes actuelles et donc tous les besoins de confort pour un bureau actuel, on avait en fait une grosse question, c'est comment est-ce qu'on peut conserver en fait la hauteur minimale pour un bureau. Et donc, on s'est vite rendu compte en fait qu'il n'y avait pas la place pour mettre
le réseau de ventilation. Et donc, on est parti sur une stratégie de extérioriser en fait, le réseau de ventilation. Et donc là, peut-être on peut montrer l'image. Et donc là, ce qu'on a fait, c'est qu'on a mis en fait tout le réseau de ventilation en façade. Et donc, ça devient une stratégie de se dire, voilà, on extériorise et donc on garde les hauteurs libres généreuses, ou en tout cas de ce qu'elles sont. Et on crée une maille qui devient une maille technique, mais une maille architecturale. Et donc là, ça devient presque une qualité pour le projet, cette réflexion. Et donc, si on passe sur l'image suivante, ça donne le caractère au bâtiment. Et donc, là, par exemple, pour rentrer un peu plus dans le détail, on a fait un espèce d'emballage des éléments de ventilation par des tôles en acier perforé. Et ça redonne en fait une nouvelle image au bâtiment, mais en gardant la structure intacte. Donc voilà, ça c'est encore un autre projet, on va dire. Ça montre clairement, Mathieu, que la construction, c'est que des matériaux, c'est aussi la créativité de l'architecte. Oui, je pense qu'on doit essayer de trouver, toujours essayer de trouver ouais, d'avoir une liberté et puis de trouver, d'être astucieux, intelligent, et puis garder en tête qu'on fait aussi de l'architecture et pas que des réflexions, on va dire... purement mathématiques. C'est un bel exemple, je pense, parce qu'il y a pas mal de gens qui peuvent avoir cette crainte de dire « Ah, mais si on fait du bas carbone, de la sobriété, du démontable, on va se retrouver dans quelque chose de… voilà, on met un frein à la créativité, on va se retrouver dans des bâtiments qui sont moins esthétiques, moins libres. » Et là, je pense, voilà, tu nous montres des beaux exemples, des beaux contre-exemples. C'est un levier, pas un frein sur la créativité. Non, ça ne doit surtout pas être un frein. Je dirais même que souvent, si on est plus contraint dans nos choix, c'est là que les solutions qui en ressortent sont plus créatives, peut-être plus recherchées. Donc, c'était en tout cas mon expérience. Si tout était libre, point de vue site, point de vue même aussi coût, si j'avais plus de contraintes, on arrivait à une solution qui était mieux recherchée. Oui, c'est à ce moment-là qu'on fait peut-être de façon plus complète l'exercice de sortir des sentiers battus et de se dire ok, on a ce blocage-là, on a cette contrainte-là. Qu'est-ce qu'on fait et qu'on peut faire des brainstorming et avoir des idées plus peut-être audacieuses, mais voilà, pour faire face à tout ça. Marion, comme j'ai dit au début, tu es impliquée dans plusieurs comités techniques de normalisation. En quoi ceux-ci sont essentiels à la mise en œuvre de solutions circulaires? Les normes, voilà, c'est quelque chose d'évidemment très important dans tous les domaines. Hein. Il faut toujours pouvoir montrer qu'on suit les normes qui sont en vigueur dans les pays dans lesquels on travaille. Et là, on est dans un moment un peu crucial dans le sens où les Eurocodes, les normes de calcul des constructions, sont en train d'être révisées. Bon, on arrive déjà à la fin de la révision de la nouvelle génération des Eurocodes, mais il y a des choses qui sont en train d'être faites, même si on arrive un peu dans ce dernier kilomètre. Il y a notamment, là je reviens dans le cadre acier, dans le subcommittee 3, donc tout ce qui touche l'Eurocode 3 pour le calcul des structures métalliques. Il y a un nouveau ad hoc group qui a été créé pour tout ce qui est calcul, règles de rénovation et de réutilisation de l'acier, où des experts sont en train d'analyser des sujets comme les connexions, la résistance au feu, la fatigue, les coefficients partiels de sécurité. Comment est-ce qu'on doit considérer tout ça si on veut faire de la réutilisation d'acier? Et puis, au-delà de ça, il y a aussi d'autres comités techniques qui travaillent sur le côté plutôt exécution de l'acier. Donc, si on veut réutiliser de l'acier, comment est-ce qu'on doit faire des essais? Est-ce qu'on doit le tester pour obtenir les propriétés mécaniques? Comment on doit le fabriquer, le déconstruire? Donc ça, c'est dans un autre comité technique. Mais voilà, je pense que c'est très, très important de rester au courant, de se tenir au courant de ces nouvelles évolutions, parce que ça va vraiment être un levier important pour pouvoir mettre en œuvre la réutilisation d'éléments. Et au-delà de ça, au-delà du côté purement Eurocode, il y a d'autres guidelines, livres,
développements, de recherches qui sont en train d'être faits. Il y a des projets de recherche, il y a le projet de la petite maison, je pense on va en parler plus tard ici à Luxembourg. Donc vraiment des guidelines, donc vraiment des livres qui décrivent quel est le protocole, quelle est l'approche à suivre si on veut réutiliser des éléments. Et ce sont des guidelines qui sont issus de projets de recherche dans lesquels il y a plusieurs acteurs qui sont impliqués, que ce soit des académiques, des industriels, des centres de recherche, des constructeurs. Donc c'est vraiment ça a une valeur ajoutée importante. On a notamment aussi le guide du SCI, donc de Steel Construction Institute au Royaume-Uni, qui a développé vraiment un protocole très très concret, très pratique sur la réutilisation de l'acier. Donc je pense voilà, tout ça c'est essentiel de suivre ces nouveaux développements, et ça rejoint un peu ce que je te disais tout à l'heure, Philippe, de dire dans ce domaine, il ne faut pas hésiter à faire un peu son travail de chercheur et de state of the art et vraiment se tenir au courant des nouvelles technologies. Bien sûr, mais donc j'entends des mots comme livre, cahier de charge, normalisation, certification. Mathieu, comme architecte, ce n'est pas un frein sur ta liberté, sur ta créativité, ce tas de papier? C'est vrai que ouais, enfin, il y a en tout cas des pressions sur le métier d'architecte d'un certain nombre de choses, on va dire plutôt comment dire, de normalisation. Ouais. C'est assez lourd, mais en même temps, comme disait Lee, les contraintes sont là aussi pour nous aider, pour nous challenger. Et donc, je pense pas que c'est un frein. Après, c'est vrai que de temps en temps, on pourrait essayer de dévier un dévier un petit peu. Ouais. Mais je pense que c'est ce qu'on fait c'est ce qu'on fait je pense, en Belgique, c'est qu'on a ces contraintes, ces réglementations, et puis chacun fait son interprétation de la réglementation, et on essaye toujours en tout cas de se l'approprier et d'essayer de donner une réponse qui pourrait être une autre d'un autre architecte aussi, mais chaque personne, je pense, interprète la réglementation. Donc, tu veux dire en Belgique qu'on ne triche pas, on fait des interprétations. Exactement, exactement. Lee, Marion a parlé de réutilisation de l'acier, de la construction circulaire. Quels sont selon toi les points clés sur lesquels se focaliser concernant l'utilisation d'acier comme levier pour une construction circulaire et durable? Oui, donc d'abord, je veux renforcer ce que tu as déjà dit. Donc, cette idée, donc on a la réutilisation future qui est très importante, et il faut intégrer les concepts de démontabilité, de documentation dans nos projets. Mais en fait, il faut se rendre compte, c'est des gains qu'on va faire dans le futur. Et il faut aussi, on a cette urgence aujourd'hui, et celle-ci, on peut que la résoudre si on utilise moins d'acier aujourd'hui. Et là, la réutilisation d'acier existant tel quel en tant que composant ou en tant que même des systèmes, c'est là où je vois beaucoup d'opportunités. Ici au Luxembourg, je pense qu'on n'a pas trop encore essayé ça. C'est aussi des projets pilotes que j'aimerais bien voir se mettre en place. En Angleterre, de nouveau, je connais un peu plus ce qui se passe. Ils ont fait beaucoup de progrès là-dedans. Et aussi, comme tu as dit, les guidance de SEI et tout ça, ça nous aide vraiment en tant qu'ingénieur aussi de savoir, OK, qu'est-ce qu'il faut faire, avec combien de tests il faut faire. Donc, toute vraiment cette nouvelle réflexion d'avoir un matériau qui a été déjà utilisé. Voilà, mais on a de l'aide, donc on n'est plus tout au début. Donc ça, c'est un point. L'autre point que j'ai déjà fait, où je vais juste encore une fois le renforcer, c'est vraiment une question, il faut garder en tête, on doit utiliser moins de matériaux. Donc, on se trouve toujours dans la même situation où la conception, la bonne conception va être vraiment un concept clé. Et là, sur ce point-là, peut-être encore un point que je vais un peu renforcer, c'est cette question d'utilisation du matériau qu'on met en place. Et là, j'ai été assez choquée moi-même. Donc, si on regarde un bâtiment en acier, par exemple, on a fait des études en Angleterre où on a en fait regardé beaucoup de bâtiments en acier. On a regardé quelle est l'utilisation moyenne, donc quel est le ratio entre la demande structurelle et la capacité, donc la quantité de matériaux qu'on a mis en place. Et en moyenne, on se trouve à 50%.
Donc, ça veut dire qu'en fait, on a mis 50% plus en place dont on aurait besoin. Et bon, je ne veux pas dire que c'est la mauvaise volonté ou que voilà, souvent, c'est des raisons comme, par exemple, on pense en tant qu'ingénieur aussi que c'est plus facile à construire. Par contre, on n'a pas toujours le retour vraiment des entreprises de construction, si c'est vrai ou pas. Donc, il y a une certaine rationalisation des tailles de poutres qui se fait, qui est peut-être trop grossière. Il y a aussi un peu cette idée que oui, mais peut-être qu'il y aura des erreurs pendant la construction ou des changements de demande à la dernière minute, donc on met un peu plus. Mais aussi, je pense, un autre problème, c'est qu'il n'y a juste pas de pénalité pour faire ça. Et peut-être en tournant de l'autre côté, on n'a pas assez de motivation aussi financière pour mettre le temps aussi dans les projets, je dirais surtout dans le projet d'exécution, pour vraiment de prendre cette quantité de matériaux des projets dont on n'a plus besoin. Et voilà, donc là, je vois beaucoup d'opportunités en tant que manière de collaborer aussi avec les architectes, avec aussi genre le retour d'expérience des fabricants de matériaux, des entreprises de construction, pour nous aider vraiment à optimiser nos bâtiments en termes d'utilisation. Marion, Liv vient de dire qu'il faut utiliser moins de matériaux. Tu as parlé du four électrique, de l'utilisation de scrap. Est-ce qu'on ne peut pas arrêter la production de l'acier entièrement et que fondre du scrap? Alors, non, on ne peut pas pour deux raisons. La première, c'est que la demande d'acier mondiale dépasse la quantité de scrap qu'on a aujourd'hui. Donc, autant on peut faire tout notre possible pour recycler un maximum du scrap. Ça, c'est clair, c'est évidemment très important et je pense la plupart des gens sont conscients de cet enjeu-là. Même si on recyclait 100%, la demande aujourd'hui est telle qu'on n'arrive pas à satisfaire tout ce qui est demandé. Et la deuxième chose, c'est qu'en fait, on ne peut pas produire tous les mêmes types d'acier avec la filière four électrique. Donc, comme je vous le disais au début, il y a différentes routes de production. Notamment, aujourd'hui, on a encore beaucoup de hauts fourneaux en Europe et dans le monde. Et il faut savoir qu'en fonction du type d'acier, du type d'application qu'on veut avoir, des fois, on est obligé de passer par la filière hauts fourneaux ou DRI qui requiert l'utilisation de minerais de fer, donc ce qu'on appelle l'acier primaire. Et c'est notamment le cas, par exemple, beaucoup pour l'industrie automobile. Tout ce qui est produit plat, très fin, en général, on a plutôt recours à cette filière où on va se baser sur l'utilisation de minerais. Dans la construction, je dirais qu'on est plutôt pas trop mal servi dans le sens où il y a énormément de produits qui peuvent être obtenus par la filière four électrique. Comme les poutrelles, par exemple, les pales planches, les barres à béton, voilà, il y a différents produits. Mais donc voilà, c'est vrai qu'il faut maximiser le recyclage, essayer d'utiliser un maximum de scrap, mais on ne peut pas simplement dire ok, on s'arrête là et le reste, on s'en occupe pas. Il y a un vrai besoin de venir décarboner la production d'acier primaire aussi. Bien compris. Et à propos de réutilisation de l'acier, qu'est-ce qu'il peut être mis en place aujourd'hui déjà? Alors, si on veut pouvoir réutiliser des éléments, donc je dirais que c'est vrai qu'aujourd'hui, on a pas mal de demandes. Ah tiens, on voudrait faire un projet en réutilisant des vieilles poutrelles, où est-ce qu'on peut en trouver? Et c'est vrai qu'aujourd'hui, en tout cas en Europe, le stock n'est pas encore vraiment là. Mais je dirais pour faire grandir ce stock, il y a un vrai besoin de concevoir pour la démontabilité. Parce que si on ne fait pas cet effort-là, on va avoir tendance à garder ces réflexes de démonter le bâtiment, couper les poutrelles en petits morceaux et les amener au four électrique, ce qui n'est pas forcément une mauvaise chose, hein, voilà, on recycle. Mais si on faisait certains efforts à gauche et à droite, on pourrait, grâce à la conception pour le démontage, arriver à stocker, à récupérer plus de poutrelles. Et ça demande, comme on en a parlé tout à l'heure, des conceptions qui des fois sont plus simples, plus directes. Donc ça, voilà, c'est un encouragement, je pense, qu'il faut amener. Mais il y a aussi des fois des systèmes, des petits développements qui existent à gauche, à droite. On a l'exemple de la petite maison à Luxembourg avec le projet Edge 2022. Aussi bien, des fois aussi pour les éléments non structurels, si on parle de l'intérieur des bâtiments. Je pense à l'entreprise Juno qui fait des cloisons qui sont
démontables et réutilisables. Et cette entreprise garantit le rachat de la cloison une fois qu'elle arrivera en fin de vie. Donc là, on a des petits exemples de réutilisation dans un bâtiment, peut-être pas au niveau de la structure directement, mais quand même, ça joue un rôle dans le carbone total du bâtiment. Et alors, selon moi, ce qui est très, très important, c'est de bien s'entourer quand on veut mettre en œuvre des principes de réutilisation. Parce qu'on va devoir faire face à des questions complexes auxquelles on n'a pas l'habitude en termes de certification, d'assurance, de contrôle, de mise en œuvre. Et donc, il faut vraiment, je pense, avoir un consortium fort avec différents profils, que ce soit architecte, ingénieur, entreprise de construction, bureau de contrôle, ne pas avoir peur de demander de l'aide et essayer de s'entourer d'un maximum de profils variés et compétents. Juste si je peux répondre, tu as mentionné l'exemple où la cloison est rachetée par l'entreprise qui l'a produite. Dans cette optique, je trouve le product as a service, c'est aussi quelque chose de super intéressant qui va... Là, on parle on l'achète et on le redonne, mais si la propriété des systèmes peut rester avec ceux qui l'ont fabriqué, je vois beaucoup d'opportunités là-dedans parce que là, ils sont vraiment forcés aussi d'aller dans une logique de maximisation de la valeur au long terme. Et moi, en tant que client ou même en tant qu'architecte, je pense que je n'ai pas le même savoir que cette entreprise a en tant que réutilisation. Donc, je vois beaucoup de potentiel là-dedans, même peut-être pour l'acier. C'est vrai, c'est vrai. Honnêtement, en fait, on le fait déjà pour nos pales planches. Mais c'est plus facile à mettre en œuvre parce que la durée de vie en général des pales planches, quand on parle parfois de murs de quai ou de fondations temporaires, la durée de vie est plus courte en fait. Donc on va louer les pales planches à nos clients pendant 1, 2, 3, 4, 5, 6 ans. Puis on va les récupérer, les reconditionner et les revendre. Donc c'est une démarche qu'on a déjà pour certains produits. Mais c'est vrai qu'au niveau bâtiment, construction, infrastructure, ça se fait pas encore, l'échelle de temps est beaucoup plus longue, heureusement. Mais pourquoi pas, honnêtement, c'est un business model vers lequel on pourrait aller. Et là, oui, on rentre totalement dans cette démarche de product as a service. Et c'est un chemin possible. Donc, dans certains cas, on loue les pales planches, on ne vend plus les pales planches, mais on est en train On les récupère. on les récupère. Oui. Je dois avouer, j'aime bien votre cloison réutilisable, Juno aussi. J'ai jeté un coup d'œil sur la vidéo et je pense qu'on peut vraiment dire que c'est du jetable ou circulaire, quoi. C'est ça, oui, tout à fait. Lee, ma dernière question pour toi. Entre autres, tu essaies de rendre possible le lancement de projets à Luxembourg. Nous avons déjà mentionné la petite maison. Est-ce que tu peux parler de ce projet? Oui, bien sûr. Déjà, je dois dire, c'est un projet sur lequel je n'ai pas travaillé moi-même, mais je remercie les gens qui m'ont beaucoup expliqué là-dessus. Je trouve que c'est une belle référence au Luxembourg. Donc, ça s'est fait par l'Université de Luxembourg, ensemble avec le LIST et vraiment une longue liste d'autres intervenants qui aussi ont donné leur temps d'une manière pro bono. Je pense ce qui montre aussi que ce sujet de circularité, ça intéresse quand même pas moins de gens. Et donc, l'idée, c'est une petite maison, donc c'est un projet, je pense, de moins de 100 mètres carrés qui a été construit pendant une très, très courte période. Je pense qu'ils ont pris que 2 mois pour le construire, avec l'idée tout de suite derrière que quelques mois plus tard, il va être déconstruit. Donc, les éléments clés étaient vraiment la standardisation, la déconstruction et aussi la documentation. Donc, pour un peu donner les éléments clés là-dessus, si je passe à mon prochain slide, donc si on veut réutiliser des éléments, bien sûr, les dimensions qu'on utilise, on devrait se mettre un peu plus d'accord sur les dimensions de base, hein. Et je trouve ça toujours un peu fou que chaque fois qu'on fait un bureau ou qu'on fait une maison, les grids, donc les trames, on n'a pas encore on s'est pas encore mis réflexes de d'accord standardisation. sur quelque chose, hein. Donc, ils ont fait, je pense que c'était un projet de recherche auparavant, ils ont regardé quel est le module de base pour les projets commerciaux en Europe et aussi en Angleterre. Ils ont trouvé qu'en Europe, on utilise plutôt un multiple de 1,35 mètres. En Angleterre, c'est plus 1,5.
Mais voilà, ça donnait une indication que, OK, peut-être en Europe, on se met maintenant d'accord sur 1,35. Donc, les portées choisies étaient des multiples de ce module de base. Et l'idée, c'est en fait que, bien sûr, si tout le monde le ferait, ensuite, on aurait des éléments de dimension standard. Là, on a un stock qui Voilà, fait. on a un stock. Après, on a le problème quand même que, OK, on a les portées qui sont les mêmes, mais les dimensions des colonnes, ils vont changer en fonction de la hauteur et des charges. Donc là, de nouveau, les poutres vont devoir changer de longueur. Et là, si je passe au prochain slide, ils ont développé une sorte de connexion qui peut en fait prendre en compte ces différences de largeur de la colonne et qui quand même donne une connexion encastrée au niveau de la poutre sans perdre de l'efficacité du système. Donc ça c'était une chose. Et ensuite, il fallait bien sûr aussi réfléchir entre les connexions entre les poutres en acier et les dalles en béton préfabriqué. Donc pour la démontabilité, d'utiliser une connexion monolithique, ça ne fonctionnait pas, mais on voulait quand même se servir de cette connexion composite pour utiliser le matériau de la meilleure façon. Donc, si je montre le prochain slide, ils ont développé une connexion boulonnée entre l'acier et les dalles en béton. Je pense qu'il y a déjà eu beaucoup de recherches là-dessus, mais l'idée, c'était vraiment d'utiliser une de ces solutions pour le projet concret. Et ensuite, la dernière chose, c'était bien évidemment la documentation. Donc, utilisant du BIM qui devrait déjà être plus la norme, mais aussi de BIM, de produire ensuite un catalogue des éléments utilisés qu'on peut accéder par code-barre quand on le scanne avec son téléphone et tout de suite on voit les dimensions des poutres qui les a fabriquées et aussi on peut se les réserver. Donc, Oui. Si on a un projet dans le futur, on faut dire tout de suite, voilà, moi, j'en ai besoin. Et ce que je trouve très intéressant pour nous en tant qu'ingénieurs et architectes, c'est qu'en fait, si ça devenait la norme, on parlait des contraintes, mais en fait, ça inverserait un peu notre processus de design parce qu'aujourd'hui, tout est ouvert. Hein. On peut choisir n'importe quelle poutre du catalogue et on demande à ArcelorMittal de nous les fabriquer. Mais si on sait déjà qu'est-ce qui est à disposition, en fait, ça peut nous mener à des solutions très créatives où on a plus de contraintes et on fait la conception en dedans. Sur base de ça. Ouais. Marion, Lee parle de la petite maison, mais si je ne me trompe pas, ArcelorMittal a commencé, en effet, hier, la construction d'une maison assez grande à Kirchberg. Oui, assez grande, oui. Est-ce que ça sera un projet qui montrera la circularité grâce à l'acier? Oui, tout à fait. Alors, les concepts qui ont été développés dans le projet dont Lee a parlé, c'est un projet de recherche européen qui s'appelait Reduce. Ces concepts-là ne seront pas utilisés dans le headquarters de ArcelorMittal au sens strict. Je voulais juste avant donner une petite parenthèse sur ce dont tu as parlé, Lee. Selon moi, pour la petite maison, ce qui a vraiment été une valeur ajoutée énorme, c'est le côté connecteur, cisaillement, donc pour pouvoir faire de la construction mixte et démontable. Parce que c'est vrai qu'on a tendance à penser qui dit démontabilité, dit construction non mixte. Et là, on perd un peu d'efficacité structurelle. Donc là, selon moi, c'est un système relativement nouveau et qui est vraiment important. Et en fait, là, on a fait le projet pilote de la petite maison qui est à petite échelle. Et maintenant, l'enjeu, c'est d'amener ça à une échelle plus grande pour un vrai bâtiment. Ça n'a pas encore été fait et ce ne sera pas le cas pour le Kirchberg. Maintenant, c'est clair que le bâtiment, le headquarters au Kirchberg, c'est clair que le bâtiment a été conçu selon des principes de durabilité, de circularité. Je pense qu'on aura énormément de choses à dire une fois que le bâtiment sera construit. Il y aura beaucoup de publications par rapport à ça. Mais la conception n'est pas basée sur le système de connecteurs mixtes démontables de la petite maison. C'est différent. OK. Mathieu, une toute dernière question pour toi. Quel serait le projet type sur lequel tu aimerais travailler si on arrivait à éliminer les principales difficultés rencontrées aujourd'hui? Donc, votre projet de rêve sans limitation, quel conseil aimerais-tu mettre en avant? Je pense que je vais retourner la question. Je vais dire plutôt, il n'y a pas vraiment de projet type. Il y a plutôt une démarche à avoir, ou en tout cas une démarche qu'on peut avoir.
on parlait de sobriété, on parlait de simplicité, on parlait d'économie de moyens. Je pense que on est en tout cas la génération d'architectes aujourd'hui, on est confronté à ces difficultés et je pense que c'est ça qui doit nous motiver et je pense qu'on peut pas faire abstraction de ça. Bien, on fait une architecture singulière, style Gehry, Frank Gehry ou Zaha Hadid, où on parle dans un délire autre, mais je pense que ces architectures-là, on ne peut plus les envisager dans une circularité, de dire on va à un moment donné standardiser les éléments pour les réutiliser pour les générations futures. Donc voilà, je pense que les questions, elles sont là et il faut les prendre à bras-le-corps. Ouais. Et puis, oui, il y a cette question de transmission pour les générations futures et de réfléchir les bâtiments pour qu'ils soient démontables ou réutilisables. Et donc, je pense que c'est ces questions-là qui sont importantes pour nous en tant qu'architectes aujourd'hui. Et puis, je pense qu'en tant qu'architecte, même à l'agence, on s'intéresse à tout. Donc, il n'y a pas vraiment un projet, fétiche, on va dire. Ça peut être du mobilier, ça peut être un aménagement urbain. Donc, on est intéressé par On tout. mange tout. On mange tout, exactement. 1 heure, ça va assez vite avec les interlocuteurs comme les miens. J'ai 1 minute et j'ai une question dans le Q&A, si je peux. Ça va comme ça. Dans la nouvelle législation luxembourgeoise, s'agit-il uniquement de l'empreinte carbone ou également des autres impacts environnementaux qui figurent dans les EPD ou des aspects de circularité? Voilà, je pense qu'on peut répondre toutes les deux, mais Ouais. en tout cas, moi, ce que j'ai envie de dire, c'est que ça vient de commencer. C'est un projet, l'I notamment est directement impliqué dans l'élaboration de la feuille de route avec le gouvernement, mais c'est un projet qui a commencé le mois dernier. Donc, il y a énormément d'ambition, que ce soit au niveau méthodologie ACV, base de données EPD, etc. Mais de là à déjà tirer des conclusions, moi, je pourrais pas. Enfin, après, je sais pas si tu peux donner plus d'infos. Tu as raison, on est au début, mais quand même, voilà, je pense que c'est dans une logique de suivre aussi les normes qui viennent un peu du niveau européen. Harmonisation européenne. Voilà, et dans l'ACV, on nous demande vraiment de ne pas seulement se concentrer sur carbone, mais aussi les autres impacts. Et une fois qu'on a les EPD, pourquoi on s'arrêterait avec le carbone? On a déjà fait les autres indicateurs environnementaux. Calculer. Mais je veux quand même dire que le focus est bien sûr sur le carbone et il y a ce côté de calcul du carbone de nos projets, aussi du reporting qu'on devra faire, mais aussi, ça va aussi dans l'autre direction où les objectifs nationaux, pour l'instant, n'ont pas mis vraiment un chiffre sur le embodied carbon qui va dans nos constructions. Donc, dans nos objectifs nationaux, on parle de l'énergie de nouveau, mais on ne parle pas de la matière grise. Et là aussi, comme il y a quand même une logique d'être complet et aussi de se rendre compte que si on ne fait pas ça, on n'est pas genre... comment dire, on n'est pas croyable. Oui. Donc, on va aussi définir des seuils pour ce qui est le carbone dans la construction même. Et si je ne dis pas de bêtises, c'est un projet qui va se dérouler sur une durée d'environ 1 an et demi. Donc, en même temps, c'est long et en même temps, ça passe très vite. Donc, ouais, je pense qu'il faut penser qu'à partir de 2027, on sera dans une situation où il faudra pouvoir calculer. Totalement prête. Okay. Au moins calculer. Ouais, ok. Tu as tout à fait raison, Marion, le temps, ça passe vite. Donc, je dois avouer, moi, je suis au bout du fil. Donc, je voudrais remercier les membres de notre table ronde, Marion Charlier, Lee Frank et Mathieu Jukens. Merci à tous pour participer en ligne aujourd'hui. Je vous souhaite une belle journée et à la prochaine.